Ah mon dieu, quel week-end les amis, mais quel week-end. Ouf. Alors pour vous faire une confidence, je pense que ça fait depuis facilement au moins 3 ans que j'ai pas regardé un pay-per-view de la WWE en direct. Et oui, Payback n'a pas été regardé en direct puisque, comme vous le saviez, je n'étais pas présent. J'étais en Belgique pour le show Bodyzoy 8 du côté de Colfontaine, un show exceptionnel, plus de 300 personnes, des matchs totalement zinzin, une action que j'ai commentée en plus de ça en français aux côtés de Cyrano, et les images, je l'espère, seront très rapidement disponibles sur le BZW+. Il faudra suivre Bodyzoy Wrestling sur leurs différents réseaux sociaux pour être averti de quand les images du show sortiront officiellement. Et malheureusement, rentré très tard, et le lendemain, il fallait renchaîner avec une interview, comme je vous l'ai promis, celle de Aigle Blanc, que j'ai reçu. On a discuté pendant un peu plus d'1 heure sur sa carrière. Aigle Blanc, c'est un catcheur français qui évolue sur le circuit professionnel depuis désormais un peu plus de 8 années, et qui incarne parfaitement cette nouvelle génération du catch français, puisque le monsieur, déjà, a catché un peu partout en Europe, au Mexique, et récemment au Japon. C'était même sa première interview depuis son retour du Japon, où il était passé pendant cet été du côté de All Japan Pro Wrestling. Alors je fais tout mon possible pour vous sortir cette interview d'ici la fin de semaine. On y parlera également des coulisses du The Event de l'an passé, puisque comme vous le savez, il y a eu un combat de catch au The Event et Aigle Blanc était l'un des acteurs, et un même des acteurs majeurs, puisque c'est lui qui a formé les streamers Rivenzi et Ponce pour prendre part à ce combat. Donc bien évidemment, comme les interviews précédentes avec Senza Volto et Amal, je compte sur vous, je compte sur votre présence et je compte sur votre relais, tout simplement, de l'information. Et maintenant, on est parti, on va parler de WWE Payback. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on est d'accord, on n'avait pas la plus grande des hypes pour WWE Payback, puisque le gros programme de la WWE de ces derniers mois, dernières années même, la Bloodline, n'était pas présent. Un mois après SummerSlam et le dénouement tragique des frères Uso qui se séparent, et non, il n'y a pas eu de Jey contre Jimmy Uso. Jimmy semblerait qu'il parte se rabibocher avec la Bloodline, et pendant ce temps-là, on était resté sur un Jey Uso qui avait annoncé quitter la WWE. Eh ouais, rassurez-vous, il y aura quand même un petit peu plus d'avancée dans cette intrigue lors de cet épisode de Payback. Un pay-per-view qui sera main eventé par le champion Seth Rollins qui défendra son championnat World Heavyweight contre Shinsuke Nakamura. Alors est-ce que WWE Payback a surpris? Eh bien la réponse c'est tout simplement oui, c'était un très bon pay-per-view et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Il n'y a pas eu la moindre fausse note, tous les matchs ont deliver et en plus de ça, on a eu le droit à un immense banger au milieu de la carte, c'est bien entendu le match par équipe. Bref, on est parti, WWE Payback, match 1. Becky Lynch et Trish Stratus, on règle ça une bonne fois pour toutes, cette fois-ci dans une cage d'acier, steel cage match. Et je vais commencer par m'excuser, par dire que je suis un immense con. Voilà, puisque Trish Stratus a totalement assuré pendant ce combat. J'étais pas des plus emballés du heel turn de Trish Stratus contre Becky Lynch, chantais tellement que c'était prévu pour un match en Arabie Saoudite, histoire de prendre un gros chèque. On a vu une Trish Stratus qui était pas dans la meilleure de ses formes physiques, ok je le sais bien à l'âge de 47 ans. On était bien sûr sur un programme d'attente pour écarter le plus possible Becky Lynch de la title picture, et le programme a duré, a rajouté un petit peu de substance, notamment avec l'apparition de Zoey Stark dans l'intrigue aux côtés de Trish Stratus, pour aider bien sûr à établir une future star de la division féminine, et on était resté aussi sur une espèce de sentiment d'injustice de la part des fans parce que Becky Lynch et Trish Stratus n'ont pas eu leur clash final à SummerSlam alors que tout semblait être prêt pour ce moment précis. Alors on a tout reporté d'un mois, on leur a donné une place très importante parce que je considère toujours que l'opener d'un pay-per-view est une place hyper importante, ça donne le ton pour le reste de la soirée, et il faut dire ce qui est, les meufs ont totalement deliver. Trish Stratus a 47 ans, elle a pas compté les bumps, elle a pris très cher pendant tout ce combat, ça se voit, il y a des photos avec les ecchymoses qu'elle a sur le corps et c'était particulièrement violent ce qu'elle a encaissé, notamment énormément de bumps depuis la 3e corde. Il y a une séquence que j'ai trouvée totalement folle où elle s'est retrouvée tout en haut de la cage à être suspendue par les pieds et c'était hyper visuel, hyper risqué comme situation. Elle a terminé dans le ring avec une superplex, voilà, l'impact était totalement ouf, pour même perdre encore une fois sur un autre bump parce qu'il était nécessaire ou pas depuis la 3e corde sur un Manhandle Slam pour clôturer une bonne fois pour toutes la rencontre. Et malgré, bien sûr, c'est un match en cage, il y a eu des interventions, et l'intervention de Zoey Stark, elle est arrivée à un moment assez clé du match, où d'un côté on avait Trish Stratus qui essayait de s'échapper par la porte, pendant que Becky Lynch essayait de s'échapper par le haut de la cage. Becky Lynch a rebroussé chemin, Zoey Stark est rentrée dans la cage, et Becky Lynch elle a réussi à gérer ça parfaitement. Le rythme était vraiment très bon pour un combat qui a duré 20 minutes, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé vraiment que tout était plutôt chouette, aucun moment
sloppy, gênant, et oui, je me sens con, et j'adore avoir tort, j'adore passer pour un con. Si vous allez voir mes anciens récaps sur Tristratus, tout ça, merci de m'avoir fait mentir, merci d'avoir fait mentir, je pense également beaucoup de fans. Bravo Tristratus, qui a perdu, victoire de Becky Lynch, qui elle reprendra d'autres pistes pour la suite de ses aventures, visiblement du côté de NXT, puisqu'elle a été confrontée par la championne NXT elle-même, Tiffany Stratton. Ça peut être assez intéressant à développer. Et pour Trish Stratus, alors je sais pas si elle a pris goût, si on la reverra après ce qui s'est passé dans l'aftermatch, elle n'a pas souhaité être relevée par Zoe Stark. Apparemment les deux femmes c'est terminé. Trish Stratus a mis une grosse baffe à Zoe Stark, et Zoe Stark lui a casé son finish en signe de protestation. Elle a retiré le t-shirt, plus de thank you Trish, mais pour ma part, je vais le dire. Je vais le dire très sincèrement, merci Trish Stratus pour cette superbe performance, bravo, bel opener, belle manière de lancer Payback, un gigantesque contre-pied pour ma part, félicitations. Alors pas de Roman Reigns sur cette carte de Payback, mais on a un host tout particulier en la personne de John Cena qui a fait un immense buzz lors de son retour à SmackDown 2 jours auparavant. Il a même d'ailleurs confronté Jimmy Uso et c'était plutôt très chouette. Heureux également de voir pendant l'entrée de John Cena des drapeaux français. Merci les Français d'être toujours aussi présents aux États-Unis sur les pay-per-view, de vous montrer un maximum. C'est bon, on va la voir. On se bat pour le hashtag WWE Stade de France. Je sais, on est un petit peu plus en retrait, on s'est moins exprimé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais il y a toujours des petites piqûres de rappel. On voit des drapeaux français, moi ça me fait plaisir, ça me régale. John Cena, après avoir remercié la foule, bien sûr, il a dit j'ai fait à peu près tout dans ma carrière, mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est être host d'un pay-per-view. Et pour ça, il veut faire quelque chose de spécial, et pour être spécial, justement, pourquoi je ne serai pas tout simplement pour le prochain combat, le spécial guest referee. Et oui, arbitre John Cena. Mais de quel match? Eh bien, il l'annonce. Pour le match entre LA Knight, yeah, et le Miz. Et le Miz, ça lui plaît pas, parce que le Miz, il s'attendait pas à voir un John Cena qui déteste depuis des années débarquer dans son combat, se mêler de ses affaires. Il va y avoir une confrontation au micro entre les deux qui est forcément nostalgique, parce qu'il y a eu de gros clashs entre John Cena et le Miz par le passé, et ce à travers les âges et les années. Et pourtant, John Cena, il est plutôt sympa vis-à-vis du Miz. Il fait ok, je t'aime pas, mais je te respecte. Toi, t'as été host, s'il te plaît, donne-moi des conseils. Le Miz, il est super nonchalant. Des conseils, je peux t'en donner en effet. Déjà, commence par t'habiller mieux. Moi, je mets des costumes à plus de 10 000 $. Toi, tu continues de te fringuer comme un Teletubbies. Sympa, j'aime bien. Et puis tu vas être l'arbitre spécial du match, t'as même pas de maillot d'arbitre, là aussitôt hop, John Cena il dégaine un maillot d'arbitre, pas de problème. Et ben on va avoir John Cena pour arbitrer ce Miz LA Knight qui en avait peut-être pas forcément besoin, parce que juste la grosse hit sur le Miz, le gros star power qui est totalement naissant du côté de LA Knight, c'était peut-être suffisant, mais avec John Cena derrière, ça rendait le truc encore un peu plus spécial. Et ben on a eu un match de catch totalement honnête, qui a duré 15 minutes avec des interactions avec John Cena. Alors attention, John Cena il a fait son boulot d'arbitre, il s'est fait respecter, il a séparé les hommes à plusieurs reprises, en menaçant le Miz d'arrêter d'essayer de gruger, en menaçant également LA Knight de bien lâcher les prises avant le compte de 5 quand il y avait des trucs dans les cordes, etc. Donc on sentait que John Cena à tout moment ça pouvait péter. Et ben finalement ça a pas pété. On a essayé, tu vois, le plus possible de nous donner une interaction, une misco, peut-être un rêve bump avec John Cena pour qu'il s'implique physiquement. Il s'impliquera pas physiquement. On a fait monter le suspense. Et LA Knight, yeah, s'est dégagé du Skull Crushing Finale comme absolument tout le monde, et a finalement remporté la victoire avec son Snap Bar Driver 1, 2, 3. Grosse victoire de LA Knight, une victoire plutôt logique sur le papier. Et surtout, à la toute fin du match, il va être rejoint sur la rampe d'entrée par John Cena, et John Cena va retirer son t-shirt et il va célébrer aux côtés de LA Knight une espèce de petite passation de main. On lui a levé le bras, c'était plutôt cool. Le respect a été obtenu et la suite des aventures n'en sera que plus belle. Et j'espère que la suite elle sera également belle pour le Miz, Monday Night Raw, qui continuera de nous divertir, je l'espère, dans un autre programme. Alors je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, c'était peut-être le match qui m'inspirait le moins. Rey Mysterio défend le championnat des États-Unis contre Austin Theory. On aurait préféré, je pense tous, 1 milliard de fois, voir plutôt le championnat intercontinental défendu par Gunther contre Chad Gable. Mais ça, ce sera pour lundi soir à Monday Night Raw. C'est peut-être déjà passé au moment où je sors cette vidéo, j'en sais rien. Un Rey Mysterio tout de noir vêtu et dans une tenue très cool va réussir à surprendre Austin Theory en moins de 10 minutes avec un Victory Roll. Alors c'était assez fluide dans le ring et ça c'était plutôt cool, avec Austin Theory qui a fait beaucoup de choses pour faire briller Rey Mysterio dans ses manœuvres aériennes. Il y a vraiment rien de mauvais dans ce match, mais il y a rien non plus de super excitant. Ce qui est intéressant, c'est que ça remet Austin Theory dans une phase de doute, dans une losing streak, et je trouvais que c'était assez intéressant quand il y a eu cette phase de doute chez lui qui s'était installée il y a quelques temps, avant justement d'avoir un élément déclencheur qui a fait qu'il a
cash in le Money in the Bank sur Seth Rollins, qu'il l'a perdu, qu'il est revenu plus fort et qu'il a pris ce championnat des États-Unis. Là, il y a un petit truc qui va peut-être se passer par la suite et c'était peut-être important de mettre cette défaite sur le compte de Austin Theory pour repenser à la suite. Et je sais que c'est une rumeur qui ferait beaucoup plaisir aux gens et pourquoi pas à partir de là essayer d'amener Austin Theory sur un autre penchant, sur une autre personnalité, pourquoi pas babyface, voilà, les mots sont dits. Ça, je vous laisse bien entendu en débattre dans les commentaires. Pour Rey Mysterio, les commentateurs ont énormément insisté sur le fait que lui était champion des États-Unis, que Dominic Mysterio était champion nord-américain. C'est un peu ce que je voulais voir et c'est peut-être vers quoi on se dirigera à l'approche d'un pay-per-view qui est souvent considéré comme un pay-per-view cross-brands, qui est les Survivor Series. On verra bien, hein. Ça pourrait être plutôt chouette. Un gros RAS, mais un bon match qui était là pour souffler. Je pense que la bonne personne a gagné et justement il fallait souffler avant le prochain combat qui était lui loin d'être décollant. Kevin Owens et Sami Zayn défendent les championnats par équipe indisputés contre Finn Balor et Damian Priest. Alors, est-ce qu'il y a eu Mysko du côté du Judgment Day? Eh ben, il n'y aura jamais Mysko. En revanche, il y a eu une action totalement tarée, puisqu'il n'y avait pas de disqualification, c'était un Steel City Street Fight. Du côté de Finn Balor, on a nargué les fans de Pittsburgh avec la fameuse serviette jaune, la des Steelers, on l'a totalement piétiné. Et il y a eu plein de références super cool, dont notamment des hockey fights à l'extérieur du ring avec des Kevin Owens, Sami Zayn qui, eux, ils ont carrément revêtu les couleurs des Pittsburgh Steelers, ils ont sorti les crosses, ils ont commencé à se battre, enfin bref, un joyeux bordel, tu vois, si vous aimez les incroyables combats, les Stadium Stampede dans les Anarchy in the Arena, là, du côté de l'Elite Wrestling dans 5 contre 5, il y avait la même vibe dans ce combat 2 contre 2 avec, il fallait s'en douter, des interventions extérieures côté de Judgment Day. Ça va d'abord être Dominic Mysterio qui va aider les membres de son clan à revenir dans le combat. Il y aura également, malheureusement pour Sami Zayn et Kevin Owens, des interventions de JD McDonough qui lui va terminer éclaté sur la table des commentateurs. Et finalement, celle qui fera totalement pencher la balance, c'est Rhea Ripley qui arrive à la toute fin à porter une spear à Kevin Owens à travers la barricade. Malheureusement pour Sami Zayn, il s'est retrouvé dans une situation où il était un petit peu seul. À la fin, toujours des interventions. C'est finalement le Judgment Day qui deviendra les nouveaux champions par équipe. 5 contre 2, hein, quand même. Kevin Owens, Sami Zayn, là, ils sont où vos copains? Jey Uso, il était où Jey Uso à ce moment-là? Cody Rhodes, je sais, il fait Grayson Waller après. Mention spéciale, bien entendu, pour le spot absolu de ce combat, la Swanton Bomb de Kevin Owens sur Dominic Mysterio depuis le haut d'une entrée de l'arène. Ça, c'est incroyable, ça m'a fait rappeler Jeff Hardy au Survivor Series 2002 ou même encore avant ça. Royal Rumble 2000 sur les Dudley Boys, ça c'était génial, ça c'est Gucci, ça on aime. Le mec prend des risques totalement fous pour nous divertir. Il y a eu quand même quelques spots très très violents, notamment des Bruce Thunderbombs dans des chaises, etc. Non, ils se sont pas du tout retenus, ils nous ont fait un joyeux bordel. Kevin Owens a eu également une grosse entaille au niveau du front. À un moment, il y a un plan génial là où il a la tête en sang, tout ça, il a été nettoyé, puisqu'on laisse pas le sang trop apparaître du côté de WWE. C'est pas trop la signature de la maison, mais un excellent divertissement, une belle manière de nous raconter aussi une histoire qui va être intéressante, parce que Sami Zayn et Kevin Owens vont avoir les nerfs forcément, ils vont vouloir repartir en conquête de leur championnat par équipe, mais on a eu une interview un petit peu plus tard de John Cena qui nous a fait l'intervieweur. Il a pris son travail de host très à cœur, il a interviewé les nouveaux champions par équipe, et Damian Priest et Finn Balor, ils ont rassuré sur le fait que s'ils étaient à 100% en osmose, et ben ils étaient inarrêtables, tout le Judgment Day est inarrêtable, et ils ont tous des ceintures désormais. Ça c'est un peu fou, enfin ils ont tous des ceintures. Il y a encore Rhea Ripley qui défend un peu plus tard. Match of the Night, bien sûr, un excellent poulet, bravo. Est-ce que ça aurait dû être le main event? Ça aussi, c'est une petite question qu'on peut se poser. Non, pour la hiérarchie des titres et pour le prestige du championnat de Seth Rollins, c'était mieux de le garder à la fin. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai adoré, bravo messieurs. Il n'y a pas de fausse note, de l'overbooking, parfait, impeccable. Grayson Waller Effect, justement, Grayson Waller reçoit en invité Cody Rhodes, un segment, hein, je trouvais un peu étonnant, hein, qu'on aurait pu retrouver sur un weekly, hein, c'est tout simplement un talk show. Grayson Waller reçoit Cody Rhodes, apparemment Cody Rhodes avait une grosse annonce, alors je m'attendais presque à ce que Grayson Waller fasse la même que Edge, qui lui dise annonce toute ta retraite, annonce tout que tu vas encore une fois pas finir l'histoire, j'en sais rien. Et finalement non, il avait une vraie annonce, Cody Rhodes. Il a dit à Grayson Waller de la fermer, hein, parce que c'est quoi le début? C'est quoi le délire là? Tu m'insultes, tu me manques de respect, je te passe à travers tes plantes, on se bagarre, ça se transforme en match et tout. Non, pas du tout, il va faire son annonce, Cody Rhodes, et son annonce,
c'est un renfort de poids à Monday Night Raw. Apparemment, nouvelle recrue, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est Jey Uso. C'est Jey Uso. Nouveau thème d'entrée, Jey Uso qui débarque. Il met... Enfin, le nouveau thème d'entrée, c'est très inspiré de celui des Uso, mais il est vraiment caractéristique, celui-là, pour Jey. Et d'ailleurs, au fait, à SmackDown, Jimmy Uso a aussi un nouveau thème d'entrée, qui est un peu moins hypant, je trouve. Enfin, on prendra le temps, bien entendu, de s'y habituer à chaque fois, les thèmes d'entrée. Il faut toujours prendre le temps de s'y habituer. Si ça se trouve, ce Jimmy Uso, dans un mois, dans 2 mois, on dira que c'est le meilleur thème de WWE. J'en sais rien. Les goûts, les couleurs, tout ce que vous voulez. Jey Uso, par contre, la connexion avec le public, c'est zinzin. C'est 8 Mile sans arrêt. Là, les gens, voilà, brassent de l'air et tout. C'est incroyable. Et Grayson Waller, il s'est mangé un super kick d'ailleurs. Pendant que Jey Uso, il continue de célébrer. Il est resté dormir, là, comme ça. Grayson Waller. Superbe! Superbe, Jey Uso. C'est hyper intéressant de le voir débarquer à Monday Night Raw. Comme ça, on va garder les 2 frères éloignés, Jey, Jimmy, pour nous laisser penser à 1 milliard de choses. Le jour où ils vont se recroiser, ça va être incroyable. Bravo, bon segment, de ce fait, ça a eu un intérêt. Et Grayson Waller, il doit être encore en train de dormir à ce moment-là. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez. Alors, attention, c'était les débuts de quelque chose. Ah, ce match-là, on va dire que c'était les débuts de quelque chose. Ça a duré quand même 17 minutes 22. Hein. Et moi, ça m'a paru long. En tout cas, ça m'a paru long. J'ai trouvé ça bien. Je trouvais que le match était très très cool. Mais pour un match qui a duré longtemps, là, on n'avait peut-être pas besoin de l'overbooking. Dominique Mysterio qui est intervenu à la fin de match, qui est rentré dans le match, hein, parce que Raquel l'a tout simplement autorisé, hein, qui cassait les pieds. Elle lui a porté un power slam, et dans la foulée, hein, vraiment dans la foulée, Rhea Ripley, elle a porté son Riptide pour conserver son championnat. Non, en fait, là, on a les bases pour une suite, hein, tout simplement. On a les bases pour une suite, et un match qui n'est pas forcément mémorable, à part sa fin, qui permettra de justifier, je pense, la suite. Raquel Rodriguez, bah tant pis. Elle a perdu, victoire de Rhea Ripley. Pas un banger, voilà, c'est pas le banger. Je pense qu'on l'aura un petit peu plus tard. Je vais pas être médisant. Bon, là, c'est pareil, on a un petit peu soufflé avant le prochain combat. Bah, ça tombe bien, le prochain combat, c'est le Main Event. Depuis le début, c'est vrai que je m'en rends compte, depuis le début, je mets pas les notes au combat. Je vais donner les notes de chaque combat à la fin de la vidéo. Voilà, comme ça, au moins, il y a les notes pour chaque combat. Mais mes petites notes sur 5, hein, vous vous en doutez, elles seront, je pense, assez bonnes. Incroyable clip, un des meilleurs que j'ai vu récemment là chez WWE, le clip de présentation de la feud entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura était vraiment très très bon, excellent. Seth Rollins, ça fait depuis quelques semaines, quelques mois même, hein, qui répond aux médias et qui dit mon dos me fait mal, j'ai ça qui est pété, j'ai ça qui est... mais je veux pas prendre de vacances parce que ma legacy, etc. Voilà. On parle toujours chez All Elite Wrestling de Jon Moxley qui prend jamais de vacances, mais Seth Rollins, lui, il est en tournage pour le cinéma, il revient, il est là tout le temps, bref, le courage, le travail, l'abnégation. Et Shinsuke Nakamura, lui, c'est le thérapeute, lui, il veut l'envoyer en vacances, il lui dit regarde-le, le malheureux, là, il a mal au dos même quand il prend sa gamine dans ses bras, quoi, c'est ouah, tu parles pas de ma famille et tout, et là, le travail psychologique, enfin la psychologie, c'est super, ça remet tout de suite Shinsuke Nakamura en haut de la carte et ça le crédibilise un max. Et derrière, bah, bravo WWE parce que ça fait, entre nous, combien de temps qu'on n'a pas eu un combat en main event d'un pay-per-view de WWE sans aucun overbooking. C'était un combat de catch, 1v1, où personne n'a cherché à gruger, tout le monde a cherché à profiter des faiblesses des uns des autres. Shinsuke Nakamura, il a dit, le point faible de Seth Rollins c'est son dos, donc je vais exploiter le dos endolori de Seth Rollins pendant le combat, et c'est ce qu'il a fait. Il y a des backbreakers, il y a des coups de pied dans le dos, il y a des comebacks où à chaque fois, bah, c'est toujours le dos de Seth Rollins qui l'empêche de revenir à 100%, et ils ont fait ça pendant combien? Pendant 25 minutes. Un bon et long main event, un bon match de catch, et moi c'est tout ce que j'aime, j'adore ça. WWE le fait très très bien là pour le coup, et j'avais peur qu'ils aient perdu cette recette parce qu'on était vraiment tombé dans une routine de match de championnat, il faut des interventions, il faut des ref bumps, c'est ça, la méta Bloodline, c'était un peu pesant par moment. Et Seth Rollins, il était aussi un petit peu tombé là-dedans quand il fut avec le Judgment Day il y a quelques semaines. Il fallait des interventions et machin et Finn Balor et Judgment Day et tout. Là on revient un petit peu aux bases, à ce qu'est le catch. Et c'est bien d'avoir pris le temps de mettre ça dans le main event. Seth Rollins, il excelle là-dedans. Nakamura, il a fait son meilleur match depuis je ne sais pas combien de temps. Il a été pertinent. Il y a plein de moments où j'y ai cru. Je me suis dit, ok, putain, Seth Rollins, il va dropper le titre là. Et Nakamura, là, il enchaîne parfaitement les trucs. Il y a la prise de soumission qui arrive, il y a le Kinshasa. Et un peu déçu, la toute petite déception, c'est que le stomp final de Seth Rollins qui va lui permettre de conserver la victoire, ça arrive dans un enchaînement, mais le stomp est pas super visuel. En tout cas, il n'a pas non plus été produit à la régie de manière incroyable. Il paraît pas très très fort ce stomp, il fait même pas le tomber tout de suite derrière, et Nakamura perd.
Et ça se termine là. C'est victoire de Seth Rollins, Nakamura on le voit au loin, et c'est même un peu surprenant parce que ça ils l'ont gardé pour après le show. Nakamura a attaqué Seth Rollins, donc peut-être que le programme se poursuit. Il a attaqué Rollins, mais ça on l'a pas diffusé. Ok, mais quoi qu'il en soit, c'était un très bon match de catch. J'ai passé un excellent moment du début à la fin, l'histoire qui était racontée était vraiment super cool. J'ai adoré, il y a un moment où Seth Rollins, il dit carrément, hein, l'autre il tape dans le dos, etc. Putain, tu m'obliges à faire des trucs là totalement fous, ma femme elle va m'engueuler. Bam! Clac, et il repart de plus belle. Et il prend des risques en plus de ça. Il prend des risques, il sait qu'il va mettre sa vie en péril, sa vie en danger, mais il fait des ranades, la troisième corde, il fait... Non, athlétiquement, là, Seth Rollins, il était un petit peu en état de grâce. Super match, bravo, ça conclut Payback. Et ben mes notes pour chaque combat. Becky Lynch Stratus, allez, on va mettre, et franchement, un bon 4 sur 5. Voilà, 4 étoiles pour Becky Lynch Stratus. Encore une fois, c'était la belle surprise de la soirée, une belle manière de conclure le programme. Bravo, mesdames. Et Light Lemy, je vais mettre un bon 3,5. La présence de John Cena, elle a un petit peu sublimé le truc, même si je pensais que c'était pas nécessaire quand ça s'est réalisé. Mais je fais aller. Après l'aftermatch, bon, 3,5. Je vais mettre un 2-3 quarts à Rey Mysterio, Austin Theory, parce que je vous avoue, hein, même si c'est un bon match de catch, j'oublierai tout d'ici une semaine ou deux. Hein. Là, mon cerveau a stocké beaucoup trop d'informations depuis des années et des années autour du catch. Il y a des combats, je les oublierai totalement, et celui-là, je vais probablement totalement l'oublier. Donc 2-3 quarts. 4 étoiles et demie pour ma part pour le Judgment Day qui devient champion par équipe contre Kevin Owens et Sami Zayn, et c'est selon moi le match de la soirée. 2,5 pour Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, parce que ça aussi c'était long pour un tel dénouement, mais j'ai pas grand chose à dire de plus, il n'y a pas grand chose à critiquer non plus, parce que le match était très correct, là aussi. Et Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, et ben je vais clôturer également avec un bon 4... Bah, je vais mettre 4 écarts. Allez, 4 écarts pour ce Shinsuke Nakamura Seth Rollins, parce que je me serais peut-être arrêté à 4 étoiles, mais je vais rajouter un petit quart d'étoile, pour la simple et bonne raison que ça m'a fait plaisir de voir un match sans aucun overbooking dans le main event d'un pay-per-view WWE, et ça c'est un petit peu plaisant que le catch revienne à une très belle place. Bravo, bravo Payback. Pay-per-view totalement recommandé si vous ne l'avez pas encore vu. Mais là, si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir totalement spoilé. Alors qu'est-ce qui se passe? On est fort ou on n'est pas fort? Bah là, on reste pas très fort. Bien. Bon. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que ça ce week-end. Les gens sont peut-être encore là. Je vais vous sortir également à qu'est-ce qui s'est passé sur AEW All Out. Et on parlera de CM Punk. C'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye.